Ça dépend ce qu'on veut entendre par intériorisation du pouvoir. Je dirais que effectivement, disons, il y aurait deux niveaux. Un premier niveau, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, comme si toute volonté de changement était nécessairement idéaliste ou utopiste. Et dès lors, à reléguer du côté des rêveurs, des artistes, où on va dire c'est bien joli tout ça, mais ça ne permet pas d'agir de manière efficace. Donc on va le balayer du revers de la main. Et on va plutôt, disons, favoriser des formes d'intervention médiatique qui vont avoir tendance à conformer les gens dans l'idée selon laquelle il n'y a pas de changement possible. Tout ce que nous pouvons faire, c'est composer avec les faits tels qu'ils se présentent à nous. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire, c'est déjà en soi une position normative. C'est pas vrai que nous sommes simplement dans le descriptif, nous sommes déjà dans le normatif, parce qu'il y a déjà une proposition où c'est ce qui est doit être. Alors que, bon, d'une part, ça ne va absolument pas de soi, et d'autre part, c'est encourager, sous prétexte d'objectivité, une subjectivité radicale. C'est-à-dire, c'est sous prétexte d'objectivité, par exemple, d'une objectivité journalistique, médiatique, en fait, on entérine une position et on la consolide à force d'illustration, d'accord ? Simplement dans le but de montrer que de toute façon, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'autres options disponibles. Et ça m'apparaît très problématique. Donc ça serait une première forme, disons, d'intériorisation des normes. Une autre forme d'intériorisation des normes, c'est lorsque nous nous retrouvons dans une situation où ce que nous voyons essentiellement, c'est un message politique qui s'empare véritablement de l'espace, disons, pour faire plus simple, limitons-nous à l'espace médiatique, mais je crois qu'enfin, on pourrait parler de l'espace public en général, c'est-à-dire il n'y a pas seulement les médias, il y a aussi, disons, tout ce qui est le fait de l'opinion commune, que ce soit par l'intermédiaire des médias sociaux, mais aussi tout simplement par les conversations que nous avons au café, dans la rue, au travail, et ainsi de suite. Donc, mais si on se limite simplement aux médias, ce qu'on voit, c'est que graduellement, les partis politiques ont considéré essentiellement que ce qui compte est l'action, et l'action ne se vérifie que dans la mesure où nous avons du pouvoir pour agir. Tant et si bien que nous nous retrouvons devant l'idée selon laquelle, en gros, il n'y a que deux options possibles. La première, c'est celle où toute la politique est réservée à la représentation politique. C'est-à-dire comme si, en fait, le seul moyen de changer les choses était nécessairement par l'intermédiaire du gouvernement. Comme si les formes de résistance, par exemple, à l'égard du gouvernement, n'étaient pas aussi des manifestations de pouvoir, n'étaient pas aussi des manifestations qui permettent de changer réellement les choses. Ça ne veut pas dire que, par exemple, je crois qu'il doit n'y avoir que des formes de résistance ou des formes d'opposition, mais je crois que bon nombre de ces formes de résistance et d'opposition ont aussi pour vocation de construire quelque chose. Elles ne sont pas simplement dans l'ordre du refus. Elles refusent pour affirmer quelque chose, pour défendre quelque chose. Et en ce sens-là, il est tout à fait normal que le gouvernement, ou du moins ceux qui ont le pouvoir, au contraire, disent non, la seule manière de véritablement agir, c'est par le pouvoir, c'est par le fait, disons, d'une certaine légitimité démocratique qui leur donnerait, disons, une plus grande latitude dans l'action. Alors, l'autre option, la première option, je le rappelle, c'était de dire qu'essentiellement, le pouvoir dit la seule manière de changer les choses, c'est par le gouvernement, c'est-à-dire en étant maître du gouvernement ou du programme du gouvernement. L'autre option, ce serait de dire, eh bien, je me refuse à tout cela. Il n'y a qu'une seule manière de concevoir le pouvoir, c'est par exemple par une forme de contestation. Une contestation qui croit que tout, en fait, relève du simple rapport de force
Et du coup, en fait, on se retrouve devant deux options qui sont à la fois antagonistes, mais qui en même temps se ressemblent beaucoup, comme les deux facettes d'un même visage. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le gouvernement qui dit tout est rapport de force, mais le rapport de force se vérifie par les urnes, et en ce moment, il se trouve que nous sommes les grands vainqueurs des élections, donc nous pourrons imposer nos décisions. Et c'est la seule manière de véritablement changer les choses. Et de l'autre côté, vous avez des formes d'opposition qui disent non, la seule manière de changer véritablement les choses, c'est par des rapports de force qui vont bloquer certaines mesures uniquement en termes justement de volonté d'opposition ou en termes de négociation d'intérêts ou bref, en termes de, disons, de conflit, si vous voulez. Ce que je trouve dommage, en fait, c'est que, à mon sens, aucune de ces deux options ne permet de rendre compte véritablement de quelque chose qui nous serait commun à tous. Un peu comme si on disait que, en définitive, ce qui compte, c'est toujours le plus fort. Alors moi, ce qui m'inquiète dans cette perspective, c'est que, en définitive, ce que ça signifie, c'est que ceux qui vont gagner, c'est-à-dire ceux qui imposent leur programme politique, ce ne sont toujours que les plus forts. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont raison, ou ceux qui sont du côté de la justice, ou ceux qui ont la vision la plus équitable des choses, et ainsi de suite. C'est comme si on disait que d'emblée, en gros, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ça m'apparaît très problématique, parce que je ne crois pas que ça soit le meilleur moyen de décider ce que c'est que le bien commun, par exemple.